Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour à toi, Marc. Alors, ça fait plaisir de te revoir, même si malheureusement c'est virtuel, alors qu'on n'est pas très loin. Tu es à Taïwan, je suis à Hong Kong, on est à environ 1 heure d'avion, c'est vraiment à côté. On a le même horaire, il est 10h26, le 21 mars 2024. Et voilà, j'ai le plaisir de t'accueillir pour cette journée un peu spéciale. Je vais fêter mes 40 ans ce soir. Et tu m'as Bah, le invité à plaisir venir est à... partagé. Marc, bon anniversaire par avance. Ouais, merci. Tu m'as invité à venir le fêter à Taïwan, mais bon, malheureusement, ça va être compliqué ce week-end. Mais je vais venir bientôt parce que c'est vraiment pas loin. Les vols sont pas chers. Et donc, c'est vraiment, et c'est toujours un beau moment quand je vais à Taïwan. Donc, j'invite tous nos compatriotes de Hong Kong et dans le coin à visiter souvent Taïwan parce que c'est vraiment facile d'accès. Voilà, il y a pas mal de Oui, vols. en effet, il y a des vols, il y a plusieurs vols par jour, comme d'ailleurs avec un certain nombre de grandes villes chinoises, il n'y a Mm, pas vraiment de difficulté à voyager entre Taïwan et la Chine en réalité. mm. Tout à fait. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu résides à Taipei et on a fait une interview écrite c'était en juin 2023, donc il y a presque 1 an. Et donc, je voulais reprendre cela à travers une vidéo et discuter un petit peu plus. On va essayer de se donner trois quarts d'heure, 45 minutes. Mais bon, la dernière fois, j'ai fait ça, ça a duré 2 heures. Mais on va essayer d'être discipliné aujourd'hui. Alors, donc pour ceux qui n'ont pas vu encore l'interview, je mettrai en lien dans la vidéo. Est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens en France et ce que tu fais à Taïwan? Bah écoute, moi d'abord je m'appelle Sylvain No. Je suis tourangeau de naissance. J'ai vécu à Tours, donc en France, sur la Loire, à 230 km de Paris, pour les gens qui ne savent pas où se trouve Tours. J'ai été scolarisé à Tours, j'ai fait l'université à Tours, j'ai commencé à travailler dans l'éducation nationale à Tours, et puis ensuite j'ai été à Paris, et puis au bout d'un moment, ayant mes diplômes, donc j'ai un diplôme de master en histoire mention géographie, et puis après avoir eu une expérience de 6 ans dans l'éducation nationale, euh, un petit peu plus en réalité 7 ans et demi, parce que j'ai commencé dans la surveillance de cantine des écoles primaires et maternelles de ma ville, alors que j'avais pas encore ma licence. Et puis bah, après, j'ai été embauché comme surveillant d'externat stagiaire quand le statut existait encore, qui était un excellent statut d'ailleurs, qui s'adressait aux étudiants qui comptaient justement s'engager dans cette carrière dans l'éducation nationale de professeur, et un statut d'ailleurs qui a été complètement détruit par l'administration Jospin, comme quoi la gauche sociale, voilà quoi. Euh, et, euh, et puis j'ai pendant quelques années donc exercé cette profession en parallèle de mon master. Et puis j'ai été contractuel de l'éducation nationale, donc j'ai pu donner des cours, j'ai pu m'initier à l'enseignement en ayant des contrats de remplacement assez ponctuels d'ailleurs, hein. Mais ça a été quand même assez intéressant. Et puis bon, c'était une situation qui m'était facilitée justement par l'exercice de la fonction de gérant d'externat, vu que c'était dans les mêmes établissements et que donc j'avais une certaine aura d'un point de vue de la discipline, de la justice vis-à-vis des élèves. Donc ça me permettait finalement de faire quelques remplacements et d'obtenir des classes qui étaient tout à fait disposées à étudier avec moi. Et ça se passait très bien. Et tout cela m'a convaincu d'enseigner. Et puis, en 2006, bah, en fait, j'ai un ami qui vivait à Taïwan. Ça faisait longtemps, c'est un vieil ami à moi. On était en relation, on n'avait jamais perdu, on va dire, on n'avait jamais perdu contact. Il m'avait invité plusieurs fois à venir à Taïwan. J'avais jusqu'à maintenant jamais eu le temps. Et puis bon, j'ai eu une jeunesse assez agitée.
J'ai aussi pas mal bougé. J'ai été beaucoup en Europe centrale pendant un certain nombre d'années. J'ai fait une quinzaine de voyages en Pologne. J'ai été en République tchèque, en Hongrie. Je me suis fait là-bas des amis, des relations. Et puis après, ça a été les États-Unis avec les petites amies que j'ai, les petites amies que j'ai eues et qui m'ont amené à aller aux États-Unis. Et ça m'a permis de voir beaucoup de choses, en fait. J'ai vu l'Europe centrale d'après la chute du mur de Berlin, vu que j'y étais à partir de 1995, sur quelques années. Donc, j'ai vu l'évolution. Et puis, à côté de ça, après, j'ai été aux États-Unis et j'ai vu ce qu'étaient réellement les États-Unis, loin du mythe qu'on nous vend dans les séries télévisées de mon enfance. Et puis, donc, j'ai eu cette opportunité où mon camarade m'a dit, mais viens à Taïwan, tu as un master, tu as 6 ans d'enseignement, tu vas trouver du travail ici, on recherche des profils comme le tien, tu parles anglais couramment, viens, viens, viens. Et tu parlais pas Et chinois? donc, bah, en fait, j'ai pas hésité. En un mois, j'ai pris ma décision, j'ai vendu le peu de ce que j'avais. J'ai pas démissionné de l'éducation nationale, disons que j'ai démissionné en fait, mais j'ai juste informé mon ministère que je ne renouvellerai pas, et puis je suis parti. Et au bout de à peu près 3 semaines, bah, j'ai trouvé du travail. On m'a proposé d'enseigner le français ici quand je suis arrivé, parce que j'avais cherché, évidemment, en bon français, qui a quand même un peu peur de partir à l'aventure, j'avais quand même cherché, j'avais déjà contacté des gens depuis la France, donc des écoles de langue française. On m'avait proposé un poste, et puis je suis arrivé, j'ai rencontré la personne, ça s'est très très bien passé, mais mon ami m'a dit, Sylvain, enseigne l'anglais, tu vas voir, c'est intéressant, tu l'as jamais fait, etc. Et c'est vrai que j'étais motivé par quelque chose de nouveau. Et surtout, je me suis rendu compte en arrivant à Taïwan qu'il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des bushiban, c'est-à-dire des after school, c'est des écoles après l'école, où les enfants vont euh, avoir des cours de mathématiques, de chinois, Mm. de sciences et d'anglais. Et en effet, mon ami qui travaillait dans ces bushiban depuis déjà 4 ans, bah, en fait, m'a dit, va voir. Donc, j'ai été dans son bushiban, j'ai vu comment ça se passait. Les recrutements sont incroyables, rien à voir avec la France, c'est-à-dire, tu arrives, tu as tes diplômes, ok, bon, bah, c'est bien, tu as des diplômes. Bon, bah, maintenant, qu'est-ce que tu sais faire? Et là, on te met devant une classe, tu as une préparation ou pas. On te donne un bouquin et on te dit, bah voilà, aujourd'hui, tu vas leur enseigner ça. Et voilà. Débrouille-toi. Et donc, bah, là, il faut faire preuve de beaucoup de maîtrise. Et donc, évidemment, les 2, 3 premières fois, je suis arrivé dans des écoles complètement différentes, des environnements différents, j'ai fait n'importe quoi. Et puis, j'ai compris très rapidement que ce qu'il fallait faire. Et puis, bah, après, j'ai été dans quelques écoles. Ça a bien fonctionné. Ça m'a permis de choisir. Et pendant 4 ans et demi, bah, j'ai enseigné l'anglais à Taïwan à temps plein. Donc, j'avais des journées chargées parce que ici, bah, en fait, on travaille pas mal. Hein. C'est des heures d'enseignement qui sont, on va dire, le double de ce qu'on fait en France en termes d'enseignement horaire. Alors, le système est différent, il faut le dire. C'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus carré. Par contre, on laisse beaucoup de place à la créativité du professeur, mais les objectifs sont très clairs d'entrée. Il faut des résultats. C'est-à-dire que tu n'as pas de résultat, tu ne resteras pas. Il y a une culture du résultat et les professeurs, finalement, ceux qui restent sont des gens qui, en effet, ont une vraie capacité à enseigner et à transmettre le savoir. Et sur les méthodes, au bout d'un moment, bah, tu as un programme, on va dire, euh, qui est clair. Tu as des manuels qu'il faut utiliser. Mais par contre, sur les méthodes, tu es très libre. Et ça, à ce niveau-là, par rapport à la France, ça a quand même beaucoup évolué. Où en France, il faut aujourd'hui suivre des méthodes qui sont le travail de groupe, mettre l'élève au centre, faire des trucs qui font qu'aujourd'hui en France,
bah, on a des élèves qui maîtrisent de moins en moins les savoirs, que ce soit la langue française, Fondamentaux. la grammaire, même le niveau de mathématiques. Enfin, on voit que tout s'est effondré en l'espace de 40 ans. Alors que bah, ici, on a des élèves qui ont un niveau assez étonnant au même âge et une capacité de travail, une discipline personnelle qui est étonnante. Ce qui fait que quand tu es professeur ici, en fait, tu as envie justement vraiment de faire participer l'élève, de le rendre créatif. Et il y a une possibilité, vu que ça va partir de quelque chose de cohérent, de construit, que toi, tu continues à construire. Et c'est une approche complètement autre. Et à côté de ça, enfin, c'est une approche autre. C'est l'approche qu'on avait il y a 40 ans, hein, ou il y a 50 ans, basiquement. Donc, c'est pas autre historiquement en France. Ça a été beaucoup inspiré de ce qu'on savait faire. Et à côté de ça, on arrive à obtenir des résultats qui sont surprenants et avec des élèves qui ont le goût de l'étude, le goût de la réussite et qui voient ça vraiment comme quelque chose de mélioratif et pas de péjoratif. Et ça pour moi, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Non pas qu'en France, j'étais pas bien dans l'enseignement. J'adorais mon métier, j'étais bon, j'étais très bien noté, les élèves savaient m'apprécier, c'était très bien. Mais ici, ça a été quelque chose en plus euh, de faire parler anglais d'abord des élèves et surtout, donc après 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, je me suis remis au français. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'étais arrivé au maximum de ce que je pouvais faire en tant que professeur d'anglais Et ici. Sylvain, J'avais touché. pendant que tu faisais tes cours d'anglais, tu faisais que en anglais. Tu parlais pas chinois, Ah non, tu n'utilisais non, pas ton non, que de français. l'anglais, que de Donc l'anglais, que pendant de 4 l'anglais. ans, en fait, le fait d'être français, ça t'a pas apporté de plus-value. Tu faisais tout en anglais. Tout à fait, tout à fait. Alors, la plus-value, quand même, qu'en tant que Français, j'ai eu par rapport à d'autres, c'est que nous, Français, on a une approche qui est différente de Hmm. l'approche qui tient à la culture. Hein. La C'est pour ça pédagogie. qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux, on voudrait nous fondre dans une seule et même culture globale, mais ça marche pas comme ça. Moi, je l'ai vu au contact de mes collègues qui étaient américains, canadiens, anglais. Euh, J'étais le français. D'ailleurs, euh, il y avait beaucoup de blagues sur le français parce que mon approche, ma vision des choses sur un certain nombre de points était différente de la leur. Et même dans mon approche, comment dire, académique, au niveau de l'organisation de mon travail, de la manière dont j'organisais le travail des élèves, il y avait des différences. Et évidemment, par contre, j'ai beaucoup appris des méthodes anglo-saxonnes appliquées à un public asiatique, car les anglo-saxons sont très, 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 très performants face à un public asiatique. Ça tient là encore à l'histoire. Ils ont été très présents en Asie comparé à la France, même si nous, on a été présents quand même en Indochine. Mais malgré tout, pour le reste de l'Asie, en partie l'Asie de l'Est, les Américains et les Anglais ont été très présents et ils ont réussi à développer des méthodes d'enseignement qui sont très bien adaptées et qui fonctionnent très très bien avec un public asiatique. Hmm. Et ça, à partir du moment où moi, j'ai recommencé à enseigner le français, j'ai réutilisé toute une méthodologie euh, anglo-saxonne que j'ai appliquée à l'enseignement du français, que j'ai évidemment euh, fait évoluer. C'est comment dire, c'est un mélange, c'est un mix pour arriver aujourd'hui euh, on va dire, à des techniques qui sont très bonnes, qui marchent très bien dans C'est l'enseignement quoi? du français. C'est quoi cette méthode anglo-saxonne qui fonctionne? Parce que ça, c'est vrai que j'avais jamais vraiment fait le parallèle. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu regardes Hong Kong et Singapour, qui sont deux territoires qui fonctionnent très bien en Asie, c'est vrai que Hong Kong, c'est d'influence britannique et Singapour aussi.
Alors que l'Indochine française, si tu regardes le Cambodge, le Laos, le Vietnam aujourd'hui, c'est pas comme le Hong Kong et Singapour. C'est intéressant ça. Qu'est-ce que tu définis comme la méthode anglo-saxonne et que toi, tu as aussi adapté c'est quoi la différence entre la méthode anglo-saxonne et la méthode française? Bah, en fait, ça tient, je pense, à la nature du langage. C'est-à-dire que la grammaire anglaise est très très simple si on la compare avec la grammaire française. C'est droit De au but. plus, pardon, C'est droit au but en quelque sorte, c'est ça? bah, disons qu'il y a beaucoup moins de règles. Par exemple, si tu regardes la conjugaison, la conjugaison anglaise est extrêmement simple comparée à la conjugaison française. La conjugaison française, il y a beaucoup de choses qui tiendraient, on va dire, à l'héritage de la déclinaison un peu latine euh, avec euh, euh, avec les terminaisons, mais aussi avec des évolutions à l'intérieur du corps du verbe, du mot, du radical, comme on dit. Il y a aussi une influence franque, donc germanique, alors que chez les anglo-saxons, basiquement, on a une grammaire qui est beaucoup plus simple, qui est vraiment répétitive. Et donc, à partir de là, on va baser l'enseignement sur de la situation, de l'apprentissage de vocabulaire, de la construction de phrases qui se répètent, où on va pouvoir interchanger un certain nombre de choses, et on va faire communiquer l'élève euh, à partir de ça. Et on a une dynamique qui se met en place, et on va aussi faire beaucoup de logique, parce que c'est une logique qui est assez simple, où on va plaquer des mots, du vocabulaire sur des situations. En France, on a un travail de mémorisation et d'apprentissage de la grammaire qui rebute, et de la conjugaison notamment, qui va rebuter l'élève. Donc moi, à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué ces méthodes entre guillemets répétitives de patterns, comme on dit en anglais, euh, et d'une logique où tu vas pouvoir justement substituer à la conjugaison française et au-delà ensuite à la syntaxe, qui est une syntaxe là aussi plus complexe, où tu as des positionnements de mots qui n'existent pas en anglais. Tu vois, par exemple, en français, on a des pronoms objets ou des pronoms compléments qui vont venir se mettre entre le sujet et le verbe, alors que les Anglais, mais non, tu as le sujet, tu as le verbe, tu as le pronom complément. Tout cela est d'une logique incroyable et d'une simplicité totale. En français, la logique existe aussi, mais elle est autre et elle est un peu plus complexe. Et en fait, moi, j'ai vraiment axé mon travail sur l'acquisition de la logique, exactement comme dans les méthodes anglo-saxonnes, on nous incite à mettre en place une logique que l'élève comprend et fait finalement fait sienne, ça devient très naturel. Bon, moi, j'ai essayé, même si c'est un peu plus long et un peu plus complexe, ça demande plus de discipline pour l'élève, évidemment, de mettre cela en place de manière à accélérer mon enseignement auprès des élèves ici et de les faire communiquer le plus vite possible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place aussi à l'Alliance française de Taipei, où j'ai quand même travaillé pendant 6 ans après avoir enseigné l'anglais, où j'ai eu une expérience tout à fait intéressante d'un point de vue professionnel. Et au-delà, d'ailleurs, ça a été édifiant. Mais par contre, j'ai pu utiliser mes méthodes et les mettre réellement en place à ce moment-là dans l'enseignement du français. Et ça a extrêmement bien fonctionné. Mais vraiment, vraiment très bien fonctionné. Et après, donc, après, on va dire, c'est 11 ans d'enseignement pour des structures. Bon, bah, je me suis mis à mon compte et aujourd'hui, je travaille à 100% à mon compte en faisant des cours particuliers, euh, soit cours particuliers 1-1, soit des mini-groupes. Et ça fonctionne très, très bien vu que je suis malgré tout dans une niche.
euh, et que mon expérience fait qu'aujourd'hui, bon, bah, j'ai pas besoin de chercher. Le bouche à oreille fait que j'ai toujours une liste d'attente de gens qui veulent que je sois leur prof. Et donc, c'est assez agréable, c'est assez confortable et c'est surtout très intéressant. C'est D'accord. encore une nouvelle approche. Et donc, pour ceux qui nous regardent et qui se disent, tiens, moi aussi j'ai envie d'aller à Taïwan, est-ce que tu confirmes que c'est un territoire assez accueillant? Tu peux être donner des cours d'anglais alors que tu es passé pas forcément ta qualification. Tu peux facilement te convertir dans des domaines différents, apprendre rapidement. Il y a une certaine entraide entre expats. Donc, ça se passe comment? Quelqu'un là maintenant qui se dit, j'ai envie de m'expatrier, Taïwan ou ailleurs, est-ce que je vais à New York, je vais à Taïwan, je vais à Londres, je vais à Singapour? Alors, Ça se passe comment pour soyons trouver un job clairs, et tout? il n'est pas aussi simple que ça de travailler à Taïwan. C'est pas aussi simple quand tu es français. Euh, Si tu es américain, anglais, canadien, c'est-à-dire que tu viens d'un pays dont la langue officielle est l'anglais, que La tu native, as, native language. voilà, exactement, que tu as un minimum de diplôme, alors tu auras l'opportunité de trouver du travail dans les métiers de l'enseignement, surtout en plus aujourd'hui où la politique, on va dire, du gouvernement taïwanais, c'est d'accélérer un petit peu sur l'enseignement de l'anglais parce que Taïwan, malgré tout, si on compare avec Hong Kong, ou à Hong Kong, quasiment tout le monde parle anglais, même en Asie du Sud-Est, hein, en Thaïlande, tout le monde parle un peu anglais, en Malaisie, tout le monde parle un peu anglais. Donc en fait, dans toutes ces zones qui ont subi l'influence anglo-saxonne pendant un certain temps, Taïwan a une histoire différente. Et Taïwan, en fait, subit l'influence anglo-saxonne et américaine seulement, en fait, depuis 1948-49, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu, comme on le sait, cette séparation de Taïwan avec la Chine continentale, et où les Américains, évidemment, sont venus soutenir le régime de Chiang Kai-shek. Mais malgré tout, ça c'est resté un endroit pendant un certain nombre d'années assez fermé euh, et qui n'a pas beaucoup développé l'enseignement de l'anglais. Et donc, Taïwan a pris beaucoup de retard à ce niveau-là. Et d'ailleurs, vivre ici sans parler chinois, c'est-à-dire le mandarin traditionnel, hein, pas le chinois simplifié, euh, même si dans l'absolu, c'est la même chose, quand on le parle en tout cas, euh, le fait de vivre ici sans parler un mot de chinois est très handicapant. Donc, il faut parler un minimum de chinois, et ça, on le comprend très rapidement. Moi, mon chinois est assez mauvais, il faut bien l'avouer, mais je peux m'exprimer pour tout ce qui est de la vie quotidienne. Je peux comprendre le principal et m'exprimer pour le principal, ce Quand qui tu es arrivé à facilite Taïwan, les choses. tu parlais pas chinois quand tu Alors, es quand je suis arrivé. arrivé ici, je ne parlais pas un mot de mandarin. Donc, j'ai essayé d'apprendre d'ailleurs pendant quelques mois à l'université, euh, ce qui m'a d'ailleurs permis d'obtenir un visa et donc de travailler. Euh, mais la problématique, c'est que à un moment donné, tu travailles, tu fais la fête, tu vis un peu la vie locale et tu rencontres des gens, évidemment, parce que socialiser ici, c'est très important pour justement comprendre comment la société fonctionne, parce que au tout début, quand tu arrives à Taïwan, c'est quand même très différent. Tu vois. Et puis, tu vas vivre là, bon, ta vie quotidienne va bien se passer, tu vas pas vraiment trop te rendre compte finalement des différences qui sont très importantes dans les mentalités, dans la culture, dans la perception des choses, dans les relations interpersonnelles, où on n'a pas les mêmes codes. Et les Taïwanais étant des gens, comment dire, dont la mentalité historique, civilisationnelle, philosophique fait que il faut éviter le conflit à tout prix. Donc, quand tu es étranger, que tu viens ici, bah,
tu vas te dire, ah ben on est comme un poisson dans l'eau, tout se passe bien, les gens ont toujours le sourire, c'est toujours sympathique. Et en fait, toi, tu vas commettre tout un tas d'erreurs dans la communication entre les personnes. En plus, tu es français, Sans le tu as savoir. tendance Mhm. à pas avoir beaucoup trop de filtres, tu vois. Et puis, bah, en fait, tu vas vite te rendre compte que, bah, justement, plus ou moins vite, selon la socialisation qui est la tienne, tu vas te rendre compte que, attends, il y a des problèmes, en fait, des non-dits qui risquent de t'handicaper, en fait, au bout d'un moment et qu'il va falloir vite corriger. Et c'est là où tout à coup, tu comprends que il va falloir t'adapter. Et pour t'adapter, il va quand même falloir que tu comprennes un minimum ce qu'on dit autour de toi et comment ça se passe. Et donc, c'est là où la langue va devenir quelque chose qui va falloir que tu maîtrises un minimum. Je le répète, je maîtrise assez mal le chinois, mais heureusement, j'ai une socialisation qui est assez riche et qui m'a permis de comprendre énormément de choses. Mais pour le travail, si tu viens et que tu n'es pas dans l'enseignement des langues, car on te demande d'enseigner sans parler chinois, justement, donc le chinois n'est plus nécessaire à partir de ce moment-là, mais si tu veux faire autre chose, il faut maîtriser un minimum de chinois, Ouais, si tu veux à travailler moins dans le d'être marketing, expatrié. ouais, dans un autre job, on va dire classique, c'est plus compliqué. Ah bah là, si tu veux travailler dans une entreprise taïwanaise par exemple, ou alors que tu veux un poste PR ou quelque chose comme ça, public relations, où tu dois être en contact avec des Taïwanais, il faut parler mandarin. Sinon, c'est juste pas possible. Et dans le commerce, etc., dans la finance, si tu es au contact avec des Chinois, des Taïwanais, il faut parler mandarin. Si par contre tu es embauché comme ingénieur dans une boîte française, alors là, le mandarin devient facultatif, évidemment. Ah, Mais tu peux t'en sortir. si, Mm. voilà, mais par contre, si tu es dans le management ou même dans l'ingénierie et que tu dois travailler avec des Taïwanais, bah, là, le mandarin va devenir essentiel, tout du moins maîtriser un mandarin qui soit adapté à ta profession. Donc, il est assez compliqué pour un Français de venir travailler ici. De plus, il y a l'emploi est protégé à Taïwan. C'est ce qu'on ne fait pas en France, par exemple. Donc, il y a beaucoup de secteurs ici qui sont réservés à des Taïwanais. Et si l'entreprise qui t'embauche ne, ne, n'est pas capable de prouver ta plus-value par rapport à un Taïwanais, tu ne peux pas obtenir de contrat de travail. Ben, comme à Hong Kong, hein. C'est-à-dire que, C'est normal. voilà, c'est le citoyen qui est privilégié. Donc, on n'est pas du tout dans un pays ouvert à tous les vents, qui va faire du dumping social. Ça marche pas du tout comme ça. Par exemple, en petit aparté, ici, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie, car Taïwan est un pays qui a une industrie qui doit représenter à peu près 38% de son PIB. Quand on sait que la France, on est tombé à 10% du PIB industriel. Ce qui explique aussi que l'économie taïwanaise fonctionne extrêmement bien, même si, comme toute économie, il peut y avoir des soucis, mais on est sur une économie qui fonctionne bien, où il y a un taux de croissance qui est encore d'un bon niveau, où c'est le plein emploi. Donc, tu quittes ton emploi le lundi, le mardi, tu peux travailler ailleurs. Euh, c'est assez étonnant d'ailleurs. Et dans l'industrie, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a un recrutement qui est fait de travailleurs étrangers qui viennent en général de pays d'Asie du Sud-Est, avec des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays, comme l'Indonésie, comme les Philippines, comme le Vietnam, aussi comme la Malaisie ou la Thaïlande, mais moins, parce que la Malaisie et la Thaïlande sont des économies qui aujourd'hui fonctionnent quand même un peu mieux que les pays précédemment cités, et où des travailleurs viennent, ont des contrats qui vont être des contrats de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça dépend des besoins. Et où on a des secteurs ciblés
avec des imports de main-d'œuvre, mais une immigration de travail qui est tout à fait au courant qu'elle repartira, à qui d'ailleurs ça ne pose aucun problème, qui considèrent d'ailleurs tous que c'est une chance parce que leurs salaires vont être 4, 5, 6, 7, 8 fois supérieurs à ce qu'ils ont dans leur pays. Et là, en effet, on a une immigration de travail. Mais par contre, pour le reste, c'est vraiment au compte-gouttes et selon des besoins extrêmement précis et une plus-value très claire. Et le gouvernement taïwanais ainsi que les élites économiques taïwanaises ne s'en cachent pas et il n'y a pas du tout de polémique sur « Ah là là, mais c'est du racisme, c'est horrible ». Non, non. Ici, c'est tout ce qu'il y a de plus normal et au final, ça fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, c'est du win-win, comme on dit, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde en tire profit et il n'y a absolument pas de remise en cause de cela de quelque côté que l'on y regarde. Les seuls ici à Taïwan qui ont tendance à remettre en cause ce système et à crier un peu à la xénophobie ou au racisme, ce sont des anglo-saxons qui vivent ici à Taïwan ou tout du moins qui vivent ici pour un certain temps, qui font partie d'organisations ou d'associations bah voilà, dans la ligne un peu woke, connectées au Parti démocrate américain. J'en connais, hein, donc c'est pour ça que je peux l'affirmer, et qui font de l'activisme dans des médias qui sont des médias en langue anglaise, qui sont à Taïwan et qui sont connectés là aussi au réseau, à toute cette toile d'araignée Progressiste. des officines et des réseaux démocrates pour faire la promotion de l'immigration, du vivre ensemble, de la diversité qui fonctionne si bien en Europe et en France en particulier. Bon, Euh, après, dans les anglo-saxons, je pense mais, qu'il y mais, a la, mais la population taïwanaise n'y est absolument pas sensible. C'est ça qui est marrant. Il y a une minorité de jeunes qui sont étudiants à l'université, on va dire, en sciences sociales le plus souvent, qui va pour certains ou qui vont pour certains, en effet, être un peu sensibles à cela et donc essayer de porter ce message dans le débat public. Mais c'est vraiment un débat qui ne prend pas du tout. globalement, c'est Euh, plutôt d'une population conservatrice. Ça reste quand même. Oui, alors, conservatrice, c'est intéressant. Oui et non. C'est-à-dire que conservatrice, oui, sur des bases qui sont, on va dire, euh, la citoyenneté, l'appartenance à une nation, ce qui n'a pas toujours été le cas à Taïwan. Ça a été une notion qui a été quand même justement, qui a été très discuté pendant des années et des années et des années, toutes ces années qu'ont suivi la séparation de Taïwan d'avec la Chine continentale. Mais même là, c'est une histoire complexe, on ne va pas rentrer maintenant dans le détail. Ça a été, justement, la question identitaire à Taïwan a été quelque chose de prégnant dans le débat public, prégnant et à la fois mis un peu sous le tapis pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, c'est une question qui ne fait plus vraiment débat, dans le sens où on a aujourd'hui à peu près 97% de la population hein, qui se sent taïwanaise euh, d'un point de vue national. Par contre, d'un point de vue culturel, on a le même pourcentage de cette population qui ne renie absolument pas son héritage chinois. Oui, alors, Absolument pas. culturellement, c'est un peu comme à Singapour. Exactement. À Singapour, il y a plein de Exactement. Chinois, mais c'est l'ethnie, c'est la culture chinoise, mais c'est les Singapouriens. Donc, c'est Tout la à même fait. chose. Tout Comme à à fait. Malaisie, d'ailleurs. Et, et, et leurs origines continentales. Et à côté de ça, on est sur une société qui est sino-confucéenne, où on pratique, où 85% de la population pratique le Tao, qui est vraiment la religion traditionnelle chinoise, s'il en est, euh, où une autre partie de la population se déclare bouddhiste, donc pareil, le bouddhisme chinois, qui tire d'ailleurs un peu vers le bouddhisme zen, et puis où une petite frange de la population est chrétienne,
donc avec des églises protestantes qui ont beaucoup essaimé à Taïwan, mais bon, ça reste une minorité, et quelques catholiques, parce que ça date de l'occupation portugaise, euh, qui étaient venus, les Portugais, avec des prêtres catholiques dans leurs bateaux. Mais voilà. Et en fait, on a une société qui est très, très homogène en réalité, Est-ce qu'il y a des d'un point de musulmans? vue culturel. Il y a des musulmans à Taïwan? Alors, il Il y y a des a en effet mosquées. quelques musulmans, mais c'est des musulmans d'importation, bien sûr, et c'est surtout des musulmans indonésiens. On a une communauté indonésienne de travailleurs migrants, de travailleurs immigrés, qui donc, comme je te le disais au début, n'a pas du tout vertu à rester à Taïwan, hein. Ils sont là. Alors, ils peuvent rester jusqu'à 14 ans, en fait. C'est-à-dire que si ils vont en général signer dans un premier temps pour 3 ans, et puis ce sera reconduit après pour 5 ans, et ensuite ce sera reconduit tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, ça va dépendre. Et il y a une limite qui est une limite de 14 ans. Avant c'était 13 ans, aujourd'hui c'est 14 ans. Et au bout de 14 ans, quoi qu'il arrive, ils doivent repartir. Et ils repartent? Exactement, ils doivent repartir. Mais C'est obligatoire. est-ce qu'ils le font ou est-ce qu'il y en a qui décident de rester illégalement à Taïwan? Ça existe, ça? Oui, bien sûr, il y a une petite minorité, il y a quelques milliers, on le sait, de travailleurs immigrés, beaucoup de Vietnamiens d'ailleurs, euh, qui sont ceux qui vont rester le plus de cette manière-là, bah pour très simplement parce que euh, d'un point de vue ethnique, ils se fondent dans la population, et donc évidemment dans un voisinage, ils vont passer comme une lettre à la poste. Mais Alors qu'évidemment, ils restent légalement ou illégalement? alors, il y a un certain nombre de Vietnamiens qui vont rester illégalement sur le territoire, qui vont outrepasser évidemment leur visa. Certains viennent avec un visa et puis au bout d'un an, hop, ils disparaissent dans la nature. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi? Bah, en fait, pour des raisons qui tiennent euh, sans doute, je pense, euh, à la possibilité qu'ils ont de choisir des employeurs, de travailler entre guillemets en freelance et de gagner plus d'argent comme ça, en fait. Mmh. Et ça, c'est assez intéressant parce que en France, en général, le travailleur illégal va être exploité par son patron et va gagner beaucoup moins. À Taïwan, en fait, le travailleur illégal aura sans doute la possibilité de gagner plus d'argent. Donc, c'est pour ça que certains bah, vont jouer ce jeu dangereux, parce que s'ils sont pris, ils seront immédiatement, comme on dit en anglais, déportés Rémigrés? vers leur pays d'origine, exactement. Ils vont être expulsés vers leur pays d'origine, et ils n'auront plus du tout la possibilité de revenir, car leur passeport sera sur la liste noire des passeports, et donc on leur déniera l'entrée à vie sur le territoire taïwanais. Est-ce qu'il y a comment ils sont les Taïwanais par rapport aux autres nationalités? Est-ce qu'il y a du racisme anti-vietnamien, anti-indonésien, anti-français? Qu'est-ce qu'ils aiment bien, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, les Taïwanais? Alors, là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça, c'est très, 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 justement, quand on est français et quand on a été biberonné à l'antiracisme pendant 40 ans ou 45 ans en ce qui me concerne, il est évident que quand tu arrives à Taïwan, alors au début, évidemment, comme je te l'ai dit, tu n'as pas du tout conscience euh, d'un certain différentialisme existant au sein de la société taïwanaise, dans le sens où, comme je te l'ai dit, les Taïwanais étant des gens sympathiques, accueillants, curieux de l'autre, tu es accueilli, en fait, tu as l'impression d'être accueilli à bras ouverts. Hmm. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est tu es toléré, et tu es toléré de manière bienveillante, euh, tant que tu vas suivre le mouvement collectif. C'est-à-dire que tu respectes les règles, que tu t'assimiles, disons que tu t'intègres à la vie taïwanaise, euh, que, et en plus, évidemment, si à partir d'un moment tu représentes une plus-value, euh, on te tolère encore plus. Mais tu vois, j'utilise le terme de tolérer. C'est-à-dire que tu es accueilli
avec bienveillance, et ensuite tu seras toujours toléré. Moi, ça fait 18 ans que je suis à Taïwan, je reste un Whitewasian, c'est-à-dire un étranger. Mhm. Moi, partout où je vais, par exemple, tu as des enfants dans la rue, parce que Taïwan, c'est pas une société multiethnique, c'est pas une société cosmopolite, si tu veux aller Ça reste par une là. société homogène comme le Japon. Exactement, c'est une société où je pense que d'ailleurs, tu as moins d'étrangers que tu en as au Japon, par exemple. Ah C'est bon? une société, oui, oui, et déjà au Japon, on est sur une société qui est quand même très Très homogène homogène là déjà. aussi, Ouais. mais il y a quand même une présence internationale importante, tu vois, sur toute la façade de Tokyo jusqu'à Kyoto, tu as quand même une présence étrangère importante. Quand tu es au Japon, euh, les gens ne regardent pas l'étranger avec un air surpris, tu vois. Ouais, Alors je qu'à comprends. Taïwan, si à Taïwan, quand tu vas être, même dans Taipei, qui est quand même une capitale qui fait 2,5 millions d'habitants intramuros, et si on prend toute la conurbation taipéienne, c'est quand même 6 millions d'habitants, hein, ce qui n'est pas rien, sur un espace qui est assez resserré. Euh, et bien, quand tu es étranger, euh, tu as les regards dans la rue des gens, des regards curieux. Euh, c'est intéressant, même si de plus en plus, évidemment, avec l'importation de la culture américaine, notamment par les médiums habituels que sont le cinéma, la télévision, la mode ou autre, la musique. Les gens ont de plus en plus l'habitude, évidemment, de ce qui vient d'ailleurs, mais la présence physique de l'étranger à Taïwan, elle est toujours notée par le Taïwanais avec surprise et avec, dans la relation, euh, un mélange de, en effet, de curiosité et de bienveillance, mais aussi de crainte, tu vois, de surprise et de crainte. C'est tout un ensemble intéressant. C'est pour ça que toi, dans l'approche que tu as vis-à-vis du Taïwanais, il faut toujours être calme, souriant et bienveillant de manière à faire peur à personne, tu vois. Surtout que, je le répète, la maîtrise du taïwanais des langues étrangères est quand même pas exceptionnelle si on la compare avec d'autres pays d'Asie du Sud-Est ou, ou d'Asie. Alors bon, en Asie de l'Est, de toute façon, les langues, quand tu vas en Corée, personne parle anglais. Et quand tu vas au Japon, c'est la même chose, personne parle anglais. Mais je pense que ça doit être un truc avec l'Asie de l'Est. Mais ici, si tu veux, c'est là où à partir d'un moment, tu te rends compte. Donc moi, ça fait 18 ans que je suis là. Ça fait maintenant, on va dire, presque 14 ans que je vis dans le même voisinage. J'ai toujours les mêmes regards. J'ai toujours, quand par exemple des enfants me voient et me montrent du doigt avec Oh, la un maman, blanc! c'est le White tu vois. Tache White Tache Meigwojen, c'est l'américain, tu vois, parce que l'étranger blanc, c'est l'américain pour eux. Bon, moi, ça me fait toujours sourire, mais c'est rigolo. Et je l'accepte sans problème parce que c'est pas quelque chose, on va dire, de péjoratif, ni d'ailleurs de mélioratif. C'est comme ça. C'est une vision. Cette vision, je la respecte. Ça ne me pose pas de problème, vraiment. Ça ne me pose aucun problème. C'est assez, même, c'est presque attendrissant. Maintenant, est-ce que on peut parler d'un certain racisme? euh, Disons qu'on va dire que tous les étrangers ne sont pas logés à la même échelle. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une vision qui est différente selon que tu vas être, mettons, philippin, indonésien, vietnamien, ou français, anglais, américain, sud-africain. Voilà. En Japonais. effet, il y a une vision différente. Mais c'est pas c'est une vision qui est en fait une vision que les Taïwanais au sein même de leur société reproduisent. C'est pas une, moi personnellement, je le dis, c'est pas un racisme car ce n'est pas une notion réellement raciale. En fait, la considération que le Taïwanais a de toi est beaucoup liée à ta position sociale, c'est-à-dire à ta position économico-sociale. Et ça rejoint finalement la hiérarchie qu'on va établir dans le confucianisme, tu vois, ou dans le confucianisme, tu as une hiérarchie sociale qui se met en place par rapport à ta fonction sociale.
Et évidemment, au-delà de ce que tu en retires d'un point de vue pécuniaire, c'est-à-dire en gros de ta capacité économique qui est liée à ce que tu gagnes et à l'argent que tu obtiens, parce que ici, quand tu gagnes de l'argent, c'est pas négatif. Tu vois, en France, quand tu fais C'est beaucoup pas un sujet d'argent, tabou. c'est Oui. suspicieux, c'est négatif. Ici, c'est amélioratif, c'est-à-dire que plus tu gagnes de l'argent, plus ça veut dire que tu es en réussite, plus tu apportes en plus-value à la société. Juste, tu respectes. Donc, exactement, donc tu as plus de respect. Voilà. Alors, on peut considérer, nous qui sommes français, qui avons été biberonnés là encore à l'égalitarisme, que c'est terrible, mais en fait, euh, c'est du bon sens. C'est en réalité du bon sens. Et évidemment, ici, il y a aussi quelque chose qui, est, qui est lié à cette vision améliorative, c'est-à-dire que la personne qui a donc une position sociale plus élevée, des moyens économiques plus importants, et donc qui est une plus-value sociale, il doit lui-même avoir le comportement afférent. C'est-à-dire qu'il doit, vis-à-vis du reste de la société, avoir un comportement qui soit un comportement amélioratif. Parce que sinon, il y a un retour de bâton. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et justement, pour en revenir à la question qui nous occupe, je pense que la vision des Taïwanais vis-à-vis des étrangers, où ils établissent une espèce de pyramide comme ça, hiérarchique, chez les Waigojen, chez les étrangers, bah, elle est liée à ça. En effet, l'ouvrier d'usine taïwanais, au sein même de sa société, bah, il n'occupe pas le même niveau hiérarchique social que, évidemment, le professeur ou le chef d'entreprise. Bon, et Mhm. ben, ça va être exactement la même chose chez les étrangers, c'est-à-dire que, ben, évidemment, l'ouvrier d'usine L'Indonésie, indonésien ouais. n'occupera pas la même position sociale que le professeur d'anglais ou de français, que l'ingénieur américain, que Ouais, bah, le logique. restaurateur français, etc., etc. Et donc, si tu veux, c'est quelque chose que des étrangers peuvent prendre comme du racisme. Ça n'en est pas en réalité. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus sociologique, je dirais, mais d'un point de vue économique, économico-social. Et D'accord. c'est ma vision. Et d'ailleurs, je le dis et j'en suis à peu près sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de Taïwanais qui viennent de milieux sociaux populaires, donc de la paysannerie ou des milieux ouvriers ou de gens qui sont de petits commerçants, qui vont se marier avec des femmes qui viennent du Vietnam ou qui viennent des Philippines, plus rarement justement des Indonésiennes, parce qu'il y a un problème qui est lié à l'islam. C'est-à-dire C'est- que ce problème qui est lié à l'islam, d'ailleurs, ce n'est pas les Taïwanais qui rejettent l'islam, vu que, par exemple, le gouvernement taïwanais, en collaboration avec la mairie de Taipei, ont décidé de construire une deuxième mosquée monumentale dans la banlieue de Taipei pour que les musulmans indonésiens qui travaillent à Taïwan aient un lieu de culte et où ils puissent se retrouver, faire des activités ensemble. Donc c'est là où on voit que en réalité il n'y a pas de racisme euh, chez les Taïwanais, mais le problème justement c'est que ces Indonésiennes par exemple qui viennent à Taïwan ou ces Indonésiens, bah, ils sont musulmans et à partir de là, bah, ils veulent pas se marier ou avoir de relations avec des Taïwanais qui ne sont pas musulmans. Ou alors, il faut qu'ils se convertissent. Ben, Je exactement. connais des Français qui Alors, sont en Malaisie, qui sont convertis à l'islam pour se non, marier avec j'en des ai. Ah, c'est rigolo Maliennes. si j'ai rencontré. Alors là, tu vois, c'est marrant ce que tu dis, c'est très très drôle. Mais là, ça me revient. J'ai rencontré une Taïwanaise une fois euh, qui, qui avait eu un petit ami qui venait de je ne sais plus quel pays du Golfe, qui était venu travailler à Taïwan. Ils étaient sortis ensemble, puis bon, au bout d'un moment, elle était devenue
finalement la petite amie de cet homme, et elle avait été obligée de se convertir, de porter le voile. Bon, voilà quoi. Et bon, elle était partie ensuite avec cet homme qui devait partir de Taïwan parce que son contrat s'était terminé. Et puis, elle est restée vivre avec lui dans le pays qui était le sien pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, ça lui était devenu complètement insupportable parce que elle, elle pouvait pas vivre comme elle le voulait, quoi. Elle était obligée de vivre dans des règles assez strictes et une jalousie assez maladive du personnage. Et donc, elle avait pris un avion un petit matin et hop, elle était revenue à Taïwan. Mais elle nous en parlait avec humour. Elle n'avait pas de regret de cette expérience. Une bonne Elle expérience. avait eu l'impression d'avoir vécu une aventure assez exceptionnelle. Euh, et c'est là aussi les Taïwanais, tu vois, où ils ont un esprit quand même qui est assez agréable, c'est-à-dire pas de ressentiment. Oui, c'était une expérience de vie. Bon, il y avait des côtés négatifs, mais moi, j'essaie d'en tirer du positif. Ok, bravo, formidable. C'est une Après, mentalité qui est la mienne aujourd'hui d'ailleurs. je suppose qu'à Taïwan, les Indonésiens, les musulmans, ils posent pas de problème. C'est-à-dire, ils vont pas faire de la délinquance, ils vont pas égorger les gens. Non, Voilà. Donc, normalement, les Indonésiens, c'est des populations sans problème. exactement. En fait, on voit bien ici, hein, les Philippins et les Indonésiens ne posent pas de problème de délinquance, en effet. En fait, la seule ethnie qui pose quelques problèmes ici, justement, c'est les Vietnamiens, qui ont tendance à recréer en fait à Taïwan euh, des choses qui existent donc au Vietnam, et ils ont tendance pour certains d'entre eux, attention, à faire des petits trafics, Ouais, ce que j'allais dire, à du essayer trafic. de. Mais c'est pareil. Pourquoi? Parce que ils se fondent beaucoup mieux dans la population vu qu'il y a des origines ethniques qui sont quand même similaires Qu'est-ce- et donc, ils se fondant plus dans la population, si tu veux, ça passe mieux, ils attirent moins le regard, et donc, ils vont se permettre, pour certains d'entre eux, hein, de se livrer à un certain nombre de choses illégales. Alors que ce soit de l'illégalité, on va dire pas très grave, c'est-à-dire exercer des professions qui ne devraient pas exercer, par exemple, le travail au noir, ou de l'illégalité, c'est-à-dire du trafic, euh, et, euh, et parfois des activités un peu mafieuses, de gang, voilà. Mais ça reste du quand jeu, même du jeu peut-être? marginal. Des activités par rapport au jeu peut-être? Du Oui, gambling? aussi, pareil. Ils sont très durs, les Jeu, Vietnamiens. prostitution. Si tu veux, le jeu, la prostitution et le trafic de drogue de synthèse. Voilà. C'est beaucoup les C'est Vietnamiens les à Taïwan. trois problématiques. C'est là où on va retrouver dans la délinquance globale à Taïwan, où on va retrouver une proportion, euh, une proportion notable de Vietnamiens. Mais en fait, ça en reste là. Mais en général, en plus, c'est parce qu'ils ont des liens plus ou moins avec les mafias locales. Donc, Mm. ça s'explique aussi comme ça. Mais soyons très clairs, il n'y a pas de délinquance à Taïwan. Il n'y a pas de délinquance, il y a pas de vol, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas d'incivilité. Tout ça n'existe pas ici. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ok. Et cons- On peut laisser les clés de son scooter ou sa voiture ouverte toute la nuit. Le lendemain, le scooter sera là avec les clés. La voiture n'aura Il y a pas très peu été ni d'insécurité, quoi. braquée ni volée. Mm. Il n'y a pas de problème de violence, d'agression ou autre. Il n'y a pas d'insécurité. Mm. En fait, ici, ça n'existe pas. Et C'est c'est assez étonnant. Ton téléphone portable, tu peux le laisser sur une table de café, l'oublier. Tu peux oublier un sac quelque part. Tu reviens 1 heure après, le sac est là, le téléphone est là. Euh, Tu perds ton portefeuille dans la rue. Tu vas avoir un coup de téléphone sur ton portable 1 heure ou 2 heures après. C'est la police qui aura récupéré ton,
Ou la comment personne. dire, ton portefeuille et qui te contactent pour que tu viennes le chercher au poste ou même qui te le ramènent chez toi s'ils ont trouvé ton adresse Ah ouais, et quand il ne même. manque strictement rien dedans. Oui, ça m'est arrivé 2 fois alors que je vivais en colocation ici les 2 premières années, enfin les 3 premières années où j'étais à Taïwan. Un de mes amis qui avait tendance à toujours perdre quelque chose, il a perdu 2 fois son portefeuille en revenant du travail parce que il l'avait mal mis dans sa poche, il était tombé alors qu'il conduisait son scooter, ou une autre fois en retirant les clés de sa poche, il fait tomber, il s'en aperçoit pas. Par 2 fois, on sonne à la porte, c'était la police qui ramenait qui Ah, ramenait c'est à fou ça. domicile le portefeuille et il n'y manquait strictement rien, rien. Et pareil pour des clés. Moi, par exemple, une fois, je laisse mes clés sur mon scooter. Mais tu vois le truc, je vais au 7-Eleven, c'est-à-dire les épiceries que tu as partout à Taïwan. Je garde mon scooter, je laisse les clés sur le scooter, je rentre. Et Et ça, tu peux pas puis, faire en France. ah non, 3-4 minutes après, il y a un policier qui rentre et qui appelle à qui est le scooter en face. Vous avez oublié vos clés, il me donne les clés. Tu vois. Et je lui dis merci, merci. Mais en fait, il peut laisser les clés, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, personne ne prendra mon scooter. Et c'est partout, il y a même pas de cas. Alors, il y a, tu vois, moi je suis marié, ma femme est taïwanaise, donc évidemment elle a sa propre échelle de valeur finalement sur l'insécurité. Et elle me dit, oh là là, Sylvain, ce quartier-là, Xinzhuang ou C'est dangereux. Luzhou, ah voilà, c'est dangereux, faut pas trop y aller et tout, faut faire attention. Bon, bah moi, il m'est arrivé d'aller dans ces quartiers-là, de laisser les clés sur mon scooter. Ça a été la même histoire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de problème. Ok. Et Et ça, dans... ça, ça équivaut à l'échelle de valeur dont je parlais précédemment, des quartiers de travailleurs, des quartiers d'ouvriers. Ah, on te dit attention, c'est plus dangereux que tel ou tel quartier, mais en fait, tu y vas et toi, tu es français et pour toi, tu as l'impression d'être dans un endroit, enfin, tu es dans un cocon, quoi. Tu n'as jamais été dans un safe space, comme on dit, tel que celui-là. Taïwan, c'est incroyable. Ok, bon, ça passe assez vite et ça fait déjà, je crois, environ 1 heure qu'on est là. Je vais te parler un petit peu plus du coup dans l'autre sens, pour les étrangers, pour les Français, etc. C'est quoi leur perception de la vie à Taïwan maintenant par rapport à la situation un peu plus, on va dire, géopolitique? Donc, bon, moi, je prends pas position, je suis assez neutre dans tous les domaines, que ce soit la Chine ou Israël, Hamas, que ce soit la Russie, l'Ukraine. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas de prendre position, mais de connaître le ressentiment, le sentiment des Français sur place. Est-ce qu'ils ont Oui. peur? Est-ce qu'ils se disent qu'il va y avoir une guerre? Voilà. Donc, est-ce il y a plus ou moins d'étrangers à Taïwan? Est-ce qu'il y a cette crainte qui n'est... Est-ce qu'il y a plus de crainte qu'il y a 5 ans, par exemple, où on ne parlait pas d'éventualité de guerre? C'est quoi ta Bah, position? écoute, tout dépend de qui on parle. Bon, moi, je fréquente, je fréquente beaucoup de Taïwanais, basiquement, mais j'ai quand même, du fait notamment de mes activités politiques ici ou avant sportives, je fréquente quand même aussi un certain nombre d'étrangers et de Français. Maintenant, ça dépend de qui on parle. Si on est avec des Français qui vivent ici comme moi depuis déjà très longtemps, bah en fait, la entre guillemets menace chinoise, elle a toujours été présente. Elle est présente ici dans les médias, elle est présente dans la mentalité des Taïwanais, elle est présente dans le discours taïwanais majoritaire. Il faut être clair. Mais c'est pas une hystérie telle qu'on l'aperçoit dans les médias occidentaux. Je vois là au moment où la Chine a réalisé quelques essais balistiques en mer de Chine, dont d'ailleurs la majorité des essais étaient des essais, on va dire virtuels. Hein. C'était du calcul sur ordinateur en fait. Il y a eu quelques tirs quand même euh, de missiles, mais de missiles, on va dire, où il n'y avait pas de charge explosive. Hein. Ça a été des tirs pour voir un petit peu comment ça fonctionnait et puis pour montrer surtout aux Américains qui avaient envoyé à Taïwan la responsable du Congrès, Nancy Ouais. Pelosi,
alors que, bon, les Chinois avaient bien dit qu'ils ne voulaient pas voir de responsables au gouvernement, on va dire, ou dans des responsabilités américains à Taïwan. Bon, ils ont fait une réaction, mais donc là, il y a eu une hystérie absolument incroyable dans les médias occidentaux. Bon, je pense personnellement une hystérie qui tenait beaucoup plus de la propagande atlantiste qu'autre chose, c'est-à-dire qu'on emboîtait le pas de l'Amérique comme on le fait en France un peu sur tous les sujets en ce moment, et depuis déjà un certain temps, ce qui est assez regrettable d'ailleurs. Mais à Taïwan, il n'y a pas du tout eu dans la population cette hystérie-là. Alors évidemment, ici, dans les médias de masse, il y a des médias qui sont là encore majoritairement plutôt pro-occidentaux, il faut bien le dire. Et on le voit dans les médias de masse, il y a les réseaux du département d'État américain, les réseaux de l'agit-prop qui sont là, qui sont présents. On le voit dans les sujets qui sont diffusés. Tu vois, d'ailleurs, j'ai juste en aparté un petit truc là-dessus. Je me rappelle quand le conflit russo-ukrainien a débuté, je vois sur une chaîne française nationale un sujet sur des civils qui auraient été bombardés par les Russes, etc. Je vois ensuite le même sujet sur une chaîne privée française, mais alors telle quelle. Ensuite, je vois exactement le même sujet sur une chaîne belge et je vois le même sujet sur deux chaînes de télévision Ils taïwanaises. reprennent les mêmes infos. Le même, exactement le même. Et où en plus, après moi, parce que bon, moi, tu me connais, bon, moi je suis historien de formation à la base et j'aime bien je m'interroge beaucoup sur les médias et sur la propagande et sur le discours, on va dire, le discours historique et le discours médiatique. C'est là-dessus d'ailleurs que j'avais écrit mon mémoire de master, ça m'a jamais lâché. Et donc j'ai fait, mais attends, c'est pas possible, et j'ai cherché à comprendre, quoi, tu vois. Et évidemment, je me suis rendu compte en faisant quelques recherches que ce sujet, bah, ça avait été un sujet qui avait été fait par des réseaux qui sont des réseaux en réalité de la propagande atlantiste et qui sont des réseaux gouvernementaux en réalité. Hein. Et c'est là où je me suis dit, ah, en effet, je comprends mieux maintenant. Et en effet, sur les médias taïwanais, il y avait un petit peu une hystérie qui était, attention, la Chine pourrait attaquer, va attaquer, etc. etc. Mais alors, évidemment, une partie de l'opinion publique taïwanaise qui regarde la télévision, comme les mêmes qui existent en France et qui regardent les médias de masse, bah évidemment, ça oriente leur opinion. Mais dans la société telle qu'elle, dans la vie au jour le jour, dans les discussions, on n'a pas eu cette même hystérie. C'est-à-dire qu'on a une population taïwanaise qui est beaucoup plus sage et qui, moi, les discussions que j'avais autour de moi, alors évidemment, tu as des gens qui s'inquiétaient un peu parce qu'il y avait une atmosphère, un climat, mais tout cela était en réalité très très artificiel. Et au final, quand tu parlais vraiment avec les gens et que tu commençais à creuser un petit peu, bon bah finalement les gens disaient oui, enfin bon, de toute façon, ça fait 70 ans que ça dure. Et en Il n'y a fait, rien qu'à la changer. relation sino-taïwanaise aujourd'hui, bah en réalité, quand on regarde la réalité des choses, elle n'a jamais été aussi bonne. Euh, il y a je veux dire, il y a du business taïwanais en Chine, il y a du tourisme chinois à Taïwan, euh, il y a des liens qui existent entre des organisations, des associations. Je veux dire, des gens se parlent. Donc, euh, et moi, de ce que je comprends et de ce que je vois, 75% des Taïwanais, donc ça, c'est des sondages qui sont sortis il y a quelque temps encore, notamment avant l'élection présidentielle qui s'est tenue il y a un mois, 75% des Taïwanais sont pour le statu quo, c'est-à-dire pour, on va dire, l'accord de statu quo de 1992, euh,
qui a été signé, conclu, on va dire plutôt, entre la Chine continentale et Taïwan. C'est-à-dire pas d'indépendance, mais pas non plus d'unification et pas d'emploi de la force, de quel côté que ça vienne. Et aujourd'hui, la réalité des relations sino-taïwanaises, ce sont celles-là. Alors évidemment, il y a des discours. Il y a des discours qui peuvent être plus ou moins agressifs selon le temps. Mais ça, c'est un peu du théâtre. Et c'est du théâtre, si tu veux, c'est le théâtre des jeux d'influence qui existent dans la géopolitique du détroit de Formose entre les États-Unis d'Amérique et évidemment le pouvoir central chinois. Il est évident que Taïwan, dans le détroit de Formose, bah, si Taïwan était chinoise, c'est vrai que ça arrangerait quand même bien les Chinois, ça permettrait de verrouiller toute cette zone et de la contrôler à Bah, c'est logique 100%. même. Euh, ce que de toute façon, soyons très clairs, les Coréens du Sud, les Japonais, le Vietnam et un certain nombre d'autres pays, même si, comme la Malaisie ou l'Indonésie ou les Philippines, trouvent un intérêt réel à avoir des relations avec la Chine, qui sont aujourd'hui de très gros investisseurs, qui permettent le boom de leur économie, mais d'un autre côté, d'un point de vue géopolitique, ce sont des zones qui veulent conserver leur indépendance et la conservation de leur indépendance, et c'est le jeu sino-américain. C'est cet équilibre des forces qui permet d'avoir beaucoup de liberté finalement dans toute cette région de la mer de Chine, du Pacifique et de l'océan Indien. Ok. Et ça fait une zone globale où je pense que cet équilibre va perdurer. Et je pense que chez les Français conscients ici, on est tous d'accord. Maintenant, évidemment, Parmi les tu nouveaux as arrivants, quelques ceux qui sont Français. là depuis pas longtemps et les autres expats, Ah il y voilà, a des puis tu as craintes. quelques Est-ce Français qu'il y en a qui qui sont un devaient peu. venir, ils ont annulé, finalement, ou est-ce qu'il y en a qui sont là, ils ont quitté Taïwan parce qu'ils ont Oui, peur? ouais, ouais. Il y a eu quelques Français ou quelques mêmes étrangers qui, en effet, à un moment donné, ont fait bon, on va pas faire une année de plus au cas où. Mais c'est vraiment, vraiment un phénomène minoritaire. Et puis, à côté de ça, évidemment, tu as quelques Français qui sont là depuis moins longtemps ou d'autres qui sont là depuis un certain temps, mais qui sont complètement intoxiqués par les médias occidentaux et par l'occidentalisme qui règne dans certains médias taïwanais et qui ont tendance à être effrayés du moindre petit mouvement, de la moindre micro-déclaration d'un officiel chinois. Mais c'est pas raisonnable et c'est pas, comment dire, c'est pas très objectif tout ça. Moi, objectivement, je le vois et pourtant, je suis dans un environnement qui est très, comme on dit, qui est très green, c'est-à-dire qui est très DPP indépendantiste. Hein. Le DPP, c'est le parti indépendantiste taïwanais, c'est-à-dire c'est des gens qui veulent l'indépendance pour Taïwan, point. Euh, mais même avec ces gens-là, je vois que ces gens-là sont quand même très mesurés. Mhm. Et moi, d'un point de vue objectif, je pense que il n'y a pas de menace chinoise s'il n'y a pas de provocation. Euh, si on reste dans les termes du consensus, je pense qu'il n'y a pas de souci, Ok. ni pour les uns ni pour les autres. C'est un statu quo, un équilibre qui finalement convient bien à tout le monde. Et on va noter quand même quelque chose, c'est que le froid, il a quand même été soufflé par les Occidentaux et par les Américains. Hein. Ce n'est pas les Chinois qui ont soufflé le froid sur les relations sino-taïwanaises. C'est les Américains qui ont créé cette situation avec la venue de Nancy Pelosi et avec, on va dire, le refroidissement des relations qui avaient eu lieu avec notamment après l'élection de Trump Et qu'en euh, est-il de, et qui s'est poursuivi avec sous Biden. et qu'en est-il de Macron, les déclarations de Macron? Ah bah alors Macron, alors lui, c'est vraiment une catastrophe. Lui, il nous fait vraiment passer pour des abrutis. Donc Macron,
Alors Macron, disons, de par l'intermédiaire du bureau français de Taipei, c'est-à-dire de l'ambassade de France ici, alors réaffirme que voilà, la France est un ami de Taïwan, etc. Donc, ce qui plaît beaucoup aux Taïwanais. Donc là, on a une crédibilité, c'est formidable. Et puis Macron se rend en Chine, rencontre Xi Jinping, et là fait des déclarations tonitruantes que je pense d'ailleurs Xi Jinping ne lui demandait même pas de faire, à mon avis. Mais bon, comme d'habitude, quand il est avec un puissant de ce monde, eh ben, il fait des déclarations à l'emporte-pièce pour plaire, pour se faire bien voir. Alors là, c'était oui, de toute façon, dans le cas d'un problème, on va dire, sino-taïwanais, euh, là, Taïwan est une affaire interne à la Chine. C'est plus notre problème, on n'interviendra pas. Alors là, évidemment, des déclarations, alors déjà, qui sont en contradiction basiquement avec la doctrine, on va dire, de la politique extérieure française sur justement la situation du détroit de Formose depuis que la situation existe. Tout du moins, bon, alors De Gaulle, il avait été un petit peu pour des raisons géopolitiques qui étaient l'intérêt de la France et le renforcement de l'indépendance française vis-à-vis des États-Unis, euh, il avait reconnu la République populaire de Chine et évidemment, ça n'avait peut-être pas été très bien perçu à Taïwan par Chiang Kai-shek, mais après, il y avait eu quand même un rééquilibrage très très clair de cette vision-là et quelque chose d'assez sain finalement. Là, Macron fait absolument n'importe quoi. Ses déclarations ici ont été quand même très très mal perçues parce qu'elles ont été relayées médiatiquement, hein. Donc là, les Taïwanais n'ont pas du tout compris. Euh, ils nous prenaient pour leurs amis. Tout à coup, ils voient qu'on n'est peut-être pas des amis si fiables que ça. Euh, le bureau français de Taipei met quand même 3 ou 4 jours avant de corriger le tir, après que, je dois l'avouer, mes camarades et moi-même ayons fait un peu d'agitation pour dire mais que dit Macron? Il n'est pas du tout dans son rôle. Le rôle de Macron était de dire que la France est attachée au traité et donc au consensus de 1992. Hmm. C'est-à-dire que nous, la France, n'avons pas à choisir de camp, mais par contre, nous devons choisir le camp de la paix, de la stabilité et de l'équilibre. Car si Macron considère que la France n'a pas d'intérêt ici à ce que le détroit de Formose soit une zone de circulation maritime internationale, ce qu'il est, du fait justement de ce consensus de 1992, c'est qu'il a pas, il a un problème de culture personnelle. Euh, Sait-il que dans la zone Asie-Pacifique, nous avons le deuxième plus grand domaine maritime et que on y a donc des intérêts géostratégiques, mais vitaux en réalité pour l'influence de la France dans la région. Donc, et que le passage dans le détroit de Formose est là encore d'importance. Donc là, le type et les gens qui sont autour de lui sont des incapables et des imbéciles. Soyons très très clairs. Parce que faire ce type de déclaration, tenir ce type de propos, c'est, enfin, je veux dire, c'est absolument hallucinant. On n'est pas au café du commerce, quoi. On est Hmm. quand même avec le président français et normalement, il doit être bien entouré. Donc là, c'est délirant. Et en plus, vis-à-vis donc du pouvoir chinois, qui lui connaît très très bien l'histoire et est très très fort d'un point de vue des relations internationales et de la politique étrangère, un tel type de déclaration nous fait passer pour des guignols et c'est pas ça qui va nous attirer leur respect. On va au contraire passer pour des serpillères. Et puis, du côté taïwanais, on passe, comment dire, pour des soumises et des traîtres. Et donc là, c'est très mauvais dans tous les sens. Alors heureusement, il y a eu un rétropédalage. Non, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça comme ça. Il n'a pas voulu dire ça, bon d'accord, ok, il l'a dit, mais il ne l'a pas dit. Comme d'habitude, hein, c'est toujours la même histoire.
Bon, tout ça, ça s'est tassé. Et puis, bon, heureusement, la France n'a pas un poids si important que ça à Taïwan, que ce soit culturel ou économique. Donc, finalement, les Taïwanais continuent de bien aimer les Français Hmm. parce que Paris, c'est joli, c'est romantique. Et puis, la Fashion Week à Paris, c'est cool. Et on a des beaux musées avec des beaux tableaux et une belle histoire. Donc heureusement, bon, heureusement, on a notre histoire qui perdure. On a encore du soft power. Voilà. Voilà. En parlant de la communauté française, Exactement. justement, donc, tu organises justement demain, je crois, non, samedi, un événement à Taipei. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment est la communauté française? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des événements réguliers, vous vous retrouvez dans des restos. Et donc, et après, plus globalement, comment tu vois la communauté française dans la 11e circo, en Asie? Quels sont nos liens? Dis-nous, parle-nous un petit peu plus de ce que tu vois d'un point de vue français, de la communauté française à Taïwan et en Bon, Asie. disons que bon, moi personnellement, j'ai une association, on va dire, métapolitique qui s'appelle Action citoyenne. Euh, Qui existe depuis longtemps, depuis combien d'années? qui existe depuis quelques temps. Je ne me rappelle plus exactement de quand je l'ai créé, mais ça existe, oui, depuis quelques années, en effet, oui, oui. Donc, c'est une association qui fait du métapolitique. On essaie de publier des articles en réaction à ce qui se passe en France, notamment, parce que malgré tout, il ne faut pas oublier quand même, beaucoup de Français ne comprennent pas. Ça, c'est un sujet aussi hein, qu'on pourrait traiter et qui vient justement en relation avec ce que tu dis. Beaucoup de Français considèrent que ah, bah, vous êtes parti, vous êtes expatrié, bon, vous n'êtes plus vraiment français finalement, donc vous n'avez plus trop à vous occuper de ce qui se passe en France, c'est plus votre problème. Et c'est quelque chose que j'ai rencontré soit dans des conversations virtuelles sur Internet, sur des plateformes comme Facebook, comme Telegram par exemple, mais aussi dans des conversations physiques que j'ai eues avec des Français en France notamment. Et c'est quelque chose qui est vraiment, qui me chagrine beaucoup et qu'on dit d'ailleurs assez long sur finalement aujourd'hui le peu d'ambition qu'a la France, ou du moins les gens qui tiennent le pouvoir en France, les élites françaises, et qui font passer des messages subliminaux, entre guillemets, de par leur réseau, comme quoi finalement ce qui se passerait à l'étranger, bon bah en fait, bah non, ça ne nous regarde pas, puis la France à l'étranger, bah finalement on n'en parle pas, alors que je crois au contraire, pour avoir vécu maintenant 18 ans à l'étranger, et pour, je le répète, avoir voyagé beaucoup à l'étranger, que ce soit à l'Est ou aux États-Unis, qu'au contraire, la présence française à l'étranger est très importante parce que euh, à l'étranger, les gens ont une certaine idée de la France. Et ça, c'est quelque chose que les Français qui parfois sont beaucoup trop franco-français dans leur microcosme français où la France finalement et Paris, c'est un peu le centre du monde. Euh, oui, comme tu parlais tout à l'heure du soft power, oui, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue des représentations, euh, c'est un peu un centre du monde, en effet. Et c'est justement ce qui fait que c'est une force que beaucoup d'autres nations dans le monde n'ont pas et qui permet aux Français, quand ils vont à l'étranger, jusqu'à aujourd'hui, d'avoir été bien accueillis, d'avoir été écoutés, d'avoir été considérés et que c'est quelque chose sur lequel on doit pouvoir tabler et s'appuyer dans une France qui aujourd'hui économiquement est exsangue. 120% de dette publique, 10% d'industrie dans le Ah, on va droit PIB, dans le mur. un taux de chômage incroyable, des salaires qui stagnent, un pouvoir d'achat à la ramasse, des problèmes incroyables dans des secteurs, par exemple le secteur agricole dernièrement, on a vu comment Emmanuel Macron a été accueilli au Salon de l'agriculture. On n'a jamais vu ça, quoique les médias français ont essayé de nous répéter ah ah ah, mais oui, mais c'est toujours comme ça, c'est pas nouveau. Non, 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 c'est faux, c'est un mensonge. On n'a jamais eu un président qui n'a pas pu euh,
rester au salon de l'agriculture. Alors, quoique, là encore, la propagande nous dit que Macron est resté 13 heures. Oui, il est resté 13 heures tout seul, avec sa claque, Bien, dans des avec tous les gardes zones, du corps, et puis la dans des sécurité. zones qui étaient vidées de ses visiteurs. C'est-à-dire que tu avais 3 cordons. Tu avais ses gardes du corps, tu avais le second cordon et un troisième cordon de CRS qui permettait, là où il allait, qu'il n'y ait personne, à l'exception de sa claque. Je peux te le dire parce que, on va dire, ah, mais comment le sait-il? Il est à Taïwan. Oui, enfin, je suis à Taïwan, mais j'ai des amis, des contacts qui y étaient, Tous connectés. justement. Ouais. Ah oui, ils y étaient, Et, eux. Et ils n'étaient pas dans la claque de Macron. Et ils m'ont dit comment ça s'était passé. Et j'y ai assisté d'ailleurs en direct, parce que je me rappelle, c'était ce samedi-là. J'étais chez moi en fin d'après-midi, début de soirée. Je mets France Info TV et je tombe sur ce qui est en train de se passer en direct, alors que Macron n'était pas encore justement descendu de sa petite salle dans laquelle il est resté, je ne sais pas combien de temps, au moins 3 heures, dans son petit réduit. Bon, on n'a jamais vu ça, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, nous, Français de l'étranger, qui avons en général des situations qui sont des situations relativement confortables, il faut bien le dire. En général, on a relativement bien réussi d'un point de vue professionnel. Beaucoup d'entre nous, nous sommes faits seuls et on a une image qui est très positive au sein des populations locales et en général, les Français ici s'intègrent bien hmm. car le Français, je le répète, est quelqu'un de bienveillant, qui aime l'autre et qui s'intéresse en général à l'autre. Et donc, on a tendance à bien s'intégrer tout en gardant évidemment des spécificités qui sont les nôtres, qui sont une manière de percevoir les choses, une manière d'être, une manière de vivre, qui en général d'ailleurs attire la curiosité, attise la curiosité des gens et qui est perçue là aussi positivement, améliorativement. Et je pense que nous incarnons non seulement une vitrine de ce qu'est le meilleur de la France, mais en plus, pour quelqu'un comme moi qui travaille, par exemple, vraiment, alors là, dans l'enseignement et en plus dans la culture, parce que moi, j'enseigne le français en tant que langue étrangère, mais j'enseigne aussi la littérature française et l'histoire de France, euh, qui font partie de ce que je sais faire et de ce en quoi j'ai été diplômé et où j'ai reçu des certifications au fur et à mesure de mon parcours professionnel. Et où moi, justement, je table vraiment là-dessus sur le passage, la transmission culturelle. Et nous avons une fonction extrêmement importante aujourd'hui au XXIe siècle, à un moment où, d'un point de vue institutionnel, on est à la ramasse, où notre politique étrangère, elle est considérée Sylvain, comme euh, ridicule. alors juste parce qu'il me reste 2 3 minutes, T'en juste prie. une dernière question. D'ailleurs, tu as commencé à répondre, que j'aime bien poser. C'est, bon voilà, donc est-ce que tu sens que tu es un patriote à l'étranger, que tu participes au rayonnement de la France? Tu sais qu'il y a pas mal de gens qui nous critiquent, qui disent, bon, vous êtes des patriotes en carton, vous dites que vous êtes patriotes, mais vous n'habitez même plus en France. Donc, qu'est-ce que tu leur réponds en 2 minutes? Bah, moi, je leur réponds que être un patriote français, c'est l'amour de la France. Et l'amour de la France, c'est quoi? C'est avoir conscience de notre héritage et de notre identité. Que c'est un héritage riche, complexe, qui aboutit à une identité elle-même riche et complexe. Et que cette identité, cet héritage, il est en nous. C'est nous qui le portons. Et pour revenir à ce qu'on disait en tout début d'émission, justement, le fait que je suis français à l'étranger et que je suis perçu comme cela par les populations locales, qu'après 18 ans de vie à Taïwan, et où je considère être quelqu'un de bien intégré, je pratique d'ailleurs le Tao que j'ai découvert ici à mon arrivée et
je pratique les rituels Tao car c'est une philosophie que je trouve tout à fait pertinente et qui nous rattache d'ailleurs à nos origines pré-chrétiennes, car il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en parallèle avec les traditions pré-chrétiennes qui existaient notamment chez les Gaulois, hein, tout simplement, dans la culture, dans les croyances, dans les perceptions. Et donc j'ai redécouvert ça ici et je pratique aujourd'hui le Tao, je vais au temple, je pratique les rituels, on me connaît, on me salue, on me respecte et on me considère un peu comme un original, mais ça fait partie de l'intégration, je pense, et de la découverte de la culture euh, et de la compréhension de l'autre. Mais, je le répète, je serai toujours vu comme un étranger et comme un Français. Donc, moi, je suis Français et il faut que je comprenne ce qu'est être Français. Et je crois en fait que quand on vit à l'étranger, comme toi, comme moi, on doit comprendre encore plus qu'un Français finalement ce qu'est être Français. Tout qu'on représente parce qu'on est un Pour petit peu les comprendre, ambassadeurs de la France à l'étranger, quoi. oui, et puis parce que comme on est différent, mais ça nous interroge sur nous-mêmes. Et c'est là où je crois qu'un Français conscient vivant à l'étranger doit être encore plus patriote, encore plus nationaliste. Mais on donne aujourd'hui au mot nationaliste une connotation péjorative qu'elle ne devrait pas avoir. La nation, c'est quelque chose de beau. Hein, c'est justement ce qui nous lie, nous, natifs d'un endroit, héritier d'une histoire et d'une culture. Et donc, c'est ce qui fait notre identité, qui fait que nous ne souffrons pas d'anomie. Et de par mon parcours, en ayant enseigné l'anglais, par exemple, entouré d'anglo-saxons, je me suis rendu compte encore plus de ce que c'était que d'être français. Car leur culture n'est pas la mienne. Euh, la langue, oui, n'est pas la mienne. C'est autre chose. Moi, je suis français, ma langue, c'est la langue française. Mon histoire, c'est l'histoire de France. Il faut que je la comprenne encore mieux pour comprendre qui je suis et à partir de là, comprendre encore mieux ce qu'est la France et ce qu'elle devrait être demain. Car, bien sûr, c'est bien de regarder le passé, il le faut, parce que ça nous permet de comprendre. Mais maintenant, il faut voir où on en est au présent et regarder demain, l'avenir, pour construire. Et à partir de là, je crois que le patriote français qui est expatrié à l'étranger, il a une importance fondamentale et je trouve que sa voix aujourd'hui n'est pas assez entendue, n'est pas assez relayée en France à l'intérieur. Et je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que quand j'étais en France cet hiver et que j'ai vu toute ma famille et des amis et des gens à qui j'ai parlé d'ailleurs quand j'étais dans tel ou tel magasin, dans tel ou tel supermarché, dans la rue, euh, les gens, en fait, quand tu leur parles, toi, en tant que Français vivant à l'étranger, tu es entendu. C'est-à-dire qu'il y a une curiosité, les gens t'écoutent, et ils te disent, moi, ils me disaient, ah, mais ce que tu dis, c'est vraiment intéressant, ta vision, ta perception des choses sur ce qu'on est, nous, en France, qu'on est là maintenant, eh ben, en fait, elle est rafraîchissante, euh, elle est pertinente, elle amène à réflexion. Et c'est là où je me dis que nous avons un rôle à jouer, toi comme moi, comme tous ceux qui sont comme nous, des amoureux de la France à l'étranger, qui aiment le pays dans lequel ils sont, mais qui aiment la France d'autant plus. C'est là où je me dis qu'on a un vrai rôle à jouer, un rôle non seulement évidemment lié à un rôle culturel, un rôle de transmission, mais un rôle politique et un rôle politique pour la France. Et ça, j'en Ouais, suis bien convaincu. sûr. On va faire une prochaine émission spécialisée sur la politique, le patriotisme, le souverainisme et l'engagement depuis l'étranger. Parce qu'il y a Oui, plein de tout choses à à dire. fait. Voilà. Et je crois que les lieux où nous vivons, toi à Hong Kong, qui a quand même une histoire particulière, moi Taïwan, qui a aussi une histoire très particulière, Ouais. et où on a des systèmes qui sont des systèmes originaux,
je crois que justement faire des études un petit peu comparées, ça peut amener à beaucoup de propositions intéressantes et à une vision de ce qu'est en réalité la France, de ce qu'elle est et qui doit compter dans ce qu'elle sera demain. Je crois que c'est quelque chose Ça en marche. effet qu'il va falloir que nous creusions. OK. Ben, merci beaucoup, Sylvain. Il faut que je te laisse, j'ai un rendez-vous là maintenant. Et Ben, je très te intéressant en remercie. tout cas. Il faudra qu'on fasse une autre émission sur sur tout ce qui est politique Eh prochainement. ben, rendez-vous est pris, on Voilà. se fait une émission Très très bien. bientôt. Et passe une Et bonne soirée puis, ce week-end là. Tu fais une soirée action citoyenne alors, ici à j'incite les Taipei. gens Voilà. à rejoindre d'ailleurs Action Citoyenne, à aller voir sur Facebook, mais aussi à rejoindre le CFI, euh, dont tu es le créateur et que j'ai rejoint dans ses débuts et que nous portons parce que c'est une très belle organisation que tu as montée là, un très beau projet qui est là pour rassembler, faire que des gens qui ont des opinions, des points de vue, des cultures différentes, ou du moins des cultures politiques différentes, qui viennent de milieux sociaux différents, qui ont des activités différentes, qui se rassemblent pour se parler, pour discuter, pour échanger et finalement pour avancer et progresser ensemble. Et euh, ce club France International que tu as créé et auquel j'invite les gens à s'intéresser, c'est un très beau projet. Et D'ailleurs, tes bravo à toi. coordonnées. Et Oui, je merci. pense que Bon, c'est quelque chose. bravo, bravo surtout à toi et à tous ceux qui en font partie. D'ailleurs, tes coordonnées sont sur le site du CFI. Et le but du CFI, c'est d'aider les gens aussi à s'expatrier. Donc, si vous avez des questions sur Taïwan, sur comment s'y installer, les coordonnées de Sylvain sont sur le site du CFI dans la partie contact. Voilà. Merci beaucoup, On Sylvain. te À très remercie. bientôt. Bye À bye. bientôt.